suis grand reporter et c'est mon métier principal en fait. Je pars en reportage, je raconte l'histoire des autres. Tu penses qu'on bâtit son identité en allant contre sa famille? La liberté, elle est jamais acquise, même dans un pays qui se dit libre. C'est très bien revenu dans le roman, s'il y a la difficulté quand on fait ressurgir une histoire familiale, des conséquences que ça a pour les autres membres de sa famille. Je pense que j'écris pour réparer cette injustice. On est dans une famille qui préfère taire que se confronter à la vérité. Je me sens beaucoup plus libre, surtout pour raconter mon histoire, dans la fiction que dans le journalisme. Donc quand on vous demande à quoi ça sert de lire, voilà, vous avez la réponse. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette émission qui est notre rendez-vous au 19, au 19 rue de l'Odéon. Et on est très content aujourd'hui de recevoir Ferhat Alani. Comment vas-tu? Très bien. Alors Ferhat Alani, pour faire très simple et aller au plus court, tu es grand reporter, écrivain, prix Albert Londres pour Le Parfum d'Irak. Tu es l'auteur d'un premier roman salué par la critique, Je me souviens de Fallujah, je suis très mauvais là-dessus. Lauréat de nombreux prix littéraires comme le prix du roman version féminin, prix Senghor du premier roman francophone, prix Amerigo Vespuccini, prix de la littérature arabe et finaliste du prix Goncourt du premier roman. J'ai déjà passé presque une heure à devoir dire tous les prix que tu as eus. Et aujourd'hui, tu nous sors un magnifique ouvrage, Le ciel est immense, aux éditions J.C. Lattès. C'est un livre qui revient sur une partie de ta vie, en réalité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en dehors d'une partie de ta vie, c'est une partie de ta vie que tu extrais de toi-même, vu que tu parles d'un personnage qui, lui, va partir à la recherche de son oncle, qui est un disparu, qui était un pilote, si je ne me trompe pas, qui a été formé en URSS, et qui, du coup, il y a une espèce d'absence derrière ce personnage emblématique de ta famille. Pourquoi, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as voulu ne pas parler de toi en tant que toi la première personne, mais plutôt de toi en tant qu'un personnage extérieur? D'abord parce que c'est un personnage qui est réel, qui a existé dans ma famille, et comme je pars sur un roman, je voulais faire un petit pas de côté, qui n'est pas si éloigné. Et tu mentionnais mon premier roman. Dans le premier roman, c'est un narrateur qui me ressemble aussi, une sorte de double identitaire, qui est un fils qui s'adresse à un père. Donc je voulais pas enchaîner avec encore une histoire de fils et de père. Donc je me suis dit que le neveu, ça reste la famille, c'est un petit pas de côté, mais on est encore dans quelque chose d'intime. Et pour répondre à ta question, en fait, ce personnage qui est réel, mais que je n'ai pas connu, était d'abord le personnage central de ma quête personnelle. C'est quelqu'un que je traîne dans ma mémoire et dans mon cœur depuis que j'ai 8-9 ans, quand j'ai découvert son existence. Et donc avant même l'idée de me lancer dans de la fiction, j'ai d'abord cherché. J'ai cherché toute l'histoire autour de lui, à reconstruire le personnage. Je suis allé à la poursuite de membres de la famille qui sont liés à lui, jusqu'à participer à une émission de recherche qui s'appelle Jdi Menia, qui veut dire « Attends-moi » en russe, et qui est un peu l'équivalent de notre perdu de vue national avec Jacques Pradel. Et donc moi je participe à cette émission avec l'idée de retrouver quelques éléments. Sauf que ma quête s'arrête là, en fait, de manière brutale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est à ce moment-là que naît l'idée de la fiction. Et donc, le romanesque commence avec l'histoire d'un neveu qui cherche son oncle. Et juste, je me permets de reprendre un point, parce que comme le soulignait justement Christopher, à l'origine, t'es grand reporter, tu es toujours journaliste, j'imagine, et que ce soit ton premier roman, celui-là, il y a quand même tout un travail finalement à travers des personnages, des héros, mais d'investigation, il y a tout un travail d'enquête. Est-ce que tu considères qu'il y a un lien, du coup, avec, si on peut dire ça, entre guillemets, ta profession, ta nature de grand reporter, parce que c'est quand même une profession un peu spécifique, ou petit à petit, via le romanesque, tu cherches à t'en extraire? Finalement, l'un alimente l'autre. En fait, j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Donc, je suis grand reporter, et c'est mon métier principal, en fait. Je pars en reportage, je raconte l'histoire des autres. Et quand j'ai eu la chance, c'est comme ça que je l'appelle, et la possibilité de raconter un peu mon intime, de raconter mes quêtes personnelles, j'ai essayé de basculer dans vraiment une autre forme d'écriture. C'est pas facile quand on est journaliste parce qu'on a l'habit de la vérité, le souci du détail, ce qui est pas contradictoire forcément avec la fiction, mais j'ai mis peut-être sans exagérer des mois avant d'accepter l'idée d'inventer une phrase, de changer un détail, de changer une date. C'était très compliqué. Mais pour répondre à la question, le premier roman et le deuxième se basent quand même inévitablement sur de la documentation. Il y a beaucoup de recherches et j'ai des réflexes de journaliste là-dessus.
Pour revenir sur ton roman, du coup, Le ciel est immense, que je vous invite vraiment à lire. Tout le monde ne l'a pas lu ici, donc je vous fais un petit récapitulatif. C'est un roman qui retrace l'histoire d'Adel, qui est un jeune pilote irakien envoyé par l'armée de l'air en URSS pour y être formé, avant de disparaître dans d'étranges circonstances. 30 ans plus tard, son neveu décide de partir à sa recherche. Ce qu'il découvre n'est clairement pas ce qu'il attendait. Devons-nous toujours partir à la recherche de nos absents? Que sommes-nous prêts à perdre pour retrouver ce qui creuse un abîme en nous? Tant de questions que nous explorons aujourd'hui. Et c'est vrai que la question principale, en tout cas le sujet principal du livre, c'est que dans cette émission, je vais la dire mal. Je dis Ménia. Ce que j'aime, c'est que tu as structuré le livre en te disant, ok, pour pouvoir retrouver quelqu'un dans cette émission-là, il pose différents types de questions. Et donc j'ai l'impression que chaque chapitre, ou en tout cas chaque entrecroisement de parties, revient sur chacune de ces questions. Et qui, toi, ça te permet de pouvoir tisser la trame de ton livre. Comment tu as eu l'idée de ces questions-là? Et est-ce que c'est une émission qui existe vraiment? C'est vraiment une émission qui existe? Alors déjà, merci de préciser que la structure se construit autour de l'émission, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. J'ai vraiment galéré avant de trouver une structure. Et c'est la première fois qu'on me pose la question, donc je vais y répondre avec joie. Quand on écrit un livre, en tout cas pour ma part, il y a l'intrigue et le sujet, c'est évident, mais il y a aussi comment on va raconter l'histoire. J'avais un début, j'avais une fin, j'avais une sorte de plan et qui évidemment a bougé, mais je n'avais pas cette fameuse structure. Et je passe les détails, mais j'avais une vie quand même assez mouvementée et peu d'espace mental. Et un jour, j'ai décidé de sortir de chez moi et de m'isoler 3 jours quelque part pour bosser uniquement sur la structure. Et l'émission, je dis Ménia, elle existe réellement, elle existe encore à l'heure actuelle. Moi, j'y ai participé en 2011, donc c'était à 14 ans, avec un plateau qui a été fait à Paris, en direct avec l'émission. On était peut-être 4-5 cherchants. On était là avec la Tour Eiffel en arrière-plan et chacun a exposé son histoire. Et j'ai su quelques jours après que tous les cherchants avaient retrouvé leurs proches, sauf moi. Donc moi, ça m'a posé question, parce qu'en plus, je le précise, l'équipe d'investigation de cette émission sont tous des anciens du KGB, donc ils retrouvent en général les proches. Tout le monde, oui, faut pas s'inquiéter. Mais moi, je reçois un appel de cette enquêtrice qui me dit c'est unique, ça ne nous est jamais arrivé, mais vous, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose d'opaque. Peut-être de militaire ou quoi. Donc moi, évidemment, ça me frustre et en même temps, ça suscite mon imagination et mes fantasmes autour de ça. Mais donc, l'émission est tellement, je dirais, fondamentale dans ma quête personnelle et dans ce roman que ça m'est tombé dessus comme ça, comme une évidence. Je me suis dit, c'est évidemment les étapes d'inscription à l'émission qui vont nous renvoyer vers différentes temporalités. En plus, il y a des grandes questions que j'ai évidemment un petit peu romancées, mais en gros, qui est la personne recherchée? Ça permet d'aller sur le personnage d'Adel. Quelles sont les dernières traces? Ça permet de raconter les cartes postales et la rencontre entre l'oncle et la neige à Krasnodar. Enfin voilà, tout un tas de possibilités. Et quand j'ai trouvé cette structure, j'ai littéralement crié de joie. Voilà. Et ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même une question dans cette structure-là, qui est quand même très intéressante. C'est de se dire, il y a un moment donné, on a perdu quelqu'un. Il nous aide, cette émission nous aide à rechercher cette personne-là, peut-être à la trouver, et malheureusement, pour ceux qui ont un peu moins de chance, à pas la trouver. Et ils disent, et je me rappelle très bien, parce que moi, ça m'a fait sourire, d'écrire la personne que vous recherchez. Mais lorsqu'on n'a jamais connu la personne qu'on recherche, lorsqu'on ne sait peut-être même pas, pour certaines personnes, à quoi est-ce qu'elle ressemble, comment est-ce qu'on fait pour décrire quelque chose qui n'existe pas en réalité? Très bonne question. En fait, d'abord, cette question, je l'ai prise sur le plan vraiment littéral, d'écrire la personne recherchée, donc à partir d'une photo, éventuellement. Parce que dans cette émission, il y a une base de données immense, peut-être de dizaines de milliers de cherchants, et on a accès, n'importe qui a accès à cette base de données. Et on voit très souvent, et c'était mon cas quand je suis passé à l'émission, on voit des cherchants avec une photo. Donc moi, j'ai des photos. J'ai la personne recherchée, je l'ai physiquement. Mais évidemment, dans ce roman, et puis moi, dans ma quête personnelle, j'ai pris cette question sur un sens aussi figuré. D'écrire une personne recherchée alors qu'on ne la connaît pas. Et ça, je trouve que c'est une question qui ouvre aussi le romanesque, puisque l'oncle que je cherche, ou l'oncle que j'ai fantasmé, je l'ai certainement romancé aussi dans mon esprit. Et donc voilà, cette question, je trouve qu'elle servait en fait le récit, et elle permettait d'aller dans la structure de manière plus fluide.
Mais moi, justement, pour rebondir là-dessus, vraiment en tant que lecteur, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que dans ce roman, il y a le chercheur, enfin le personnage principal, le narrateur, Teymour, un peu vous, mais il y a ensuite vachement le chercher. Il y a tout un travail, en tout cas, c'est le ressentiment que j'ai eu, de se mettre à la place, ou d'essayer de se mettre à la place de ce qui a pu, pour dire les choses simplement, passer par la tête d'Adèle à tel ou tel moment de sa vie. Et je me demande à quel point c'est compliqué, parce qu'il y a un côté roman, il y a un côté imagination fictionnelle, mais aussi un côté se mettre à la place de quelqu'un qui est un membre de ma famille, qui existe pour moi, mais pour d'autres gens. Et je trouve c'est très bien rendu dans le roman, s'il y a la difficulté, quand on fait ressurgir une histoire familiale, des conséquences que ça a pour les autres membres de sa famille, la grand-mère et les autres. Et comment on se retrouve, on se travaille un peu d'écriture, à essayer de se mettre dans la place de ce qui se passe par la tête d'un personnage qui existe vraiment, et de se dire qu'est-ce qu'il a pensé à tel ou tel moment de sa vie. Déjà, j'aime pas les trucs faciles. Donc, moi, j'ai 3 couches, je pense, de difficultés là-dedans. La première, c'est déjà d'imaginer la vie d'une personne. C'est jamais simple. Deuxièmement, quelqu'un qu'on n'a pas connu et qui a vécu à une époque où moi, je n'étais même pas né. Donc, je parle des années 60-70. Et puis, la troisième, la couche la plus difficile, c'est comment respecter aussi la pudeur familiale. Ça existe dans plein de familles, mais en particulier en Irak, mon pays d'origine. Et dans ma famille, il y a une pudeur familiale qui n'autorise pas, facilement en tout cas, d'ouvrir les portes de l'intime et des secrets. Et voilà. Et en particulier, je ne révélerai rien, mais il y a une histoire d'amour de cet oncle qui rencontre une femme en Russie, alors qu'il va se marier plus tard à une femme irakienne. Donc ça, c'est réel, c'est la partie réelle de ce roman. Moi, ça m'a posé question, et c'est la raison pour laquelle, pour revenir aussi à la structure qui est liée à ces étapes de l'inscription à l'émission, la dernière question, c'est: consentez-vous à exposer cette histoire sur la place publique? Je le dis comme ça, mais c'est à peu près ça. Et ça, c'est une vraie question aussi, c'est une question à la fois intime, et puis également répond à une sorte de regard critique sur ce genre d'émission. Parce que le narrateur, Teymour, à un moment donné, parle de cette émission perdue de vue, et explique à quel point il était gêné de voir des familles se retrouver, se déchirer en public, alors que c'est de la sphère intime. Donc il y avait toutes ces difficultés autour du personnage, et en même temps, je trouve que ça crée une contrainte intéressante pour l'imaginaire. Tu dis, pour la description de cette personne qu'on ne connaît pas mais qu'on a besoin de connaître, c'est peut-être la seule manière dans laquelle tu essaies de le décrire. Tu dis décrire Adèle, donc Adèle c'est l'oncle en question qui est recherché, c'est décrire sa passion du ciel. Mais alors c'est quoi la passion du ciel? Qu'est-ce que c'est exactement? La passion du ciel, en tout cas pour l'oncle, c'est l'immensité d'un espace dans lequel il va pouvoir se sentir libre. Quand je parle d'Adèle, avant d'aller sur cette histoire de ciel et d'avion et d'aventure, de l'exploration, de l'aviation et tout, il y a d'abord une société irakienne qui vit de violences politiques, de coups d'État sur coups d'État, de tabous au niveau de la société, et donc une personne qui est frustrée et qui sent ses libertés se restreindre au jour le jour. Et pour parler de quelque chose de très basique, cette aventure pour Adèle dans l'aviation part d'une histoire d'amour aussi. C'est quand même un roman d'histoire d'amour aussi. Il rencontre une jeune femme, une jeune étudiante qui se trouve, pas de chance pour lui, être la fille du président irakien. Et ça, c'est également réel. Et il va être confronté très rapidement à plein d'enjeux. D'abord l'enjeu politique, mais également social. Le fait d'être d'une classe sociale moins élevée que la sienne, et donc l'impossibilité de pouvoir déclarer son amour au grand jour et éventuellement de l'épouser. Au cours d'une discussion que j'invente, cette femme lui dit « Tu sais, j'ai conscience que mon père n'acceptera pas n'importe qui, mais si tu devenais pilote un jour, peut-être qu'on pourrait discuter. » Et donc il se lance dans cette aventure, alors qu'une rupture va arriver, et puis il garde ce fil. Et donc il y a une passion du ciel sur tous les plans. D'abord la passion par l'amour qu'il a porté à cette femme, qui finalement lui a donné la clé de son avenir. Et puis la passion de l'aviation, parce qu'il va se découvrir excellent pilote, et alors qu'il a les pieds plats et qu'il normalement il devrait être réformé de l'armée. Tu sais pourquoi avoir les pieds plats, c'est être réformé? Pour quelle raison? En fait, j'ai aucune idée. Je me suis posé la question, quel rapport entre les pieds plats et l'aviation? Mais je crois qu'il y a aussi une histoire de dentition. Donc si on a de mauvaises dents, on ne peut pas faire l'armée, encore moins
l'armée de l'air. Mais c'est une question que j'ai un petit peu écartée parce qu'elle est vite réglée par un autre personnage principal, peut-être qu'on en parlera plus tard, qui est la grand-mère, qui est la mère de cet oncle, et qui, elle, avec son réseau vaste, va lui permettre d'intégrer quand même l'armée. Mais cette passion du ciel, elle est sur tous les plans. La passion amoureuse et puis la passion de l'aviation. Du coup, le titre « Le ciel est immense », ça vient de la passion du ciel ou ça... D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que tu as choisi ça? C'est une vraie, parce que moi, c'est dans une lettre qu'il envoie. Est-ce que les lettres qui sont écrites, pas toutes, j'imagine, mais il y a beaucoup d'échanges épistolaires que moi j'ai beaucoup aimé. Est-ce que la plupart sont inventés ou inventés avec des petites corrections? Enfin, la construction des lettres, elle est comment? Parce que c'est une lettre, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, qu'il envoie à sa mère. C'est ça, il envoie à sa mère. De doute, questionnement, et il finit la lettre en disant « Le ciel est immense ». Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que cette lettre a beaucoup plu et je l'ai complètement inventée, cette lettre. J'essaie vraiment de me mettre dans la peau du fils qui s'adresse à sa mère en pleine guerre. C'est pas une lettre réelle. Il y en a qui sont réelles. J'ai quelques cartes postales, notamment sa rencontre avec la neige, quelque chose de miraculeux pour quelqu'un qui vit en Irak où il fait 50 degrés. Donc il découvre la neige, il écrit à sa sœur, qui est sa confidente. Non, les lettres, je les ai inventées et du coup ça me permet de répondre à la question sur le titre parce que ce titre en fait est inspiré d'une phrase qu'écrit Adèle à sa mère qui lui dit maman, en pleine guerre de 67, la guerre des 6 jours qui est terrible où les armées arabes vont perdre. Et il dit maman, le ciel est immense, trop vaste, vais-je me perdre? Et je trouvais que là-dedans il y avait tout. Il y avait à la fois comment dire, l'immensité d'un enjeu qui dépasse le personnage qui est Adèle, qui est un simple pilote mais qui va être dépassé par la guerre. Et puis je trouve que c'est très évocateur, ça évoque plein de choses. Moi j'ai eu quelques retours sur le titre, on me dit très souvent des ressentis complètement différents. Et dernière chose là-dessus, il y a aussi évidemment un clin d'œil à Antoine de Saint-Exupéry, à Romain Gary, enfin à tous ces récits aussi sur l'histoire, sur l'aviation. Voilà, c'était un clin d'œil. Ça me fait quand même penser à un truc, ce personnage cet oncle qui tombe amoureux pour essayer d'aller conquérir son amour, tente de gravir certaines classes sociales pour au final se trouver une passion qui va aussi en quelque sorte peut-être le mener quelque part dans des endroits qu'il n'attendait pas. On dirait du Martin Eden. On dirait quelque chose de l'ordre du Martin Eden. Est-ce qu'il y a une influence en rapport avec Jack London ou alors pas du tout? C'est malgré toi que ce personnage-là est une certaine forme de Martin Eden Alors j'ai évidemment lu Martin Eden et j'aime beaucoup Jack London. Alors j'ai pas du tout pensé à ça. Okay. À ce moment-là, donc c'est malgré moi, si je puis dire. C'est malgré moi et en même temps, je pense qu'on est tellement habité par des lectures que forcément ça ressort. Je pense qu'on peut clairement dire qu'on s'inspire de livres qu'on écrit. J'ai aucun problème à le dire. Et je pense que l'évocation du voyage, de l'aventure, je pourrais même aller plus loin, à citer Joseph Kessel et d'autres. Je pense qu'il y a des moments où on y pense. Mais je me suis pas du tout calé sur un récit en particulier, mais plutôt sur du ressenti et du fantasme en fait que je porte depuis que je suis enfant. Donc je le dis pas souvent, mais moi j'ai voulu être pilote comme mon oncle. Ah, okay. Et j'ai une mère qui m'a dit non. Parce qu'elle a perdu son frère qui a disparu, donc c'était quelque chose de très sensible. Et donc il y a une sorte de frustration qui fait que j'ai volontairement ou involontairement énormément réfléchi à la question du ciel immense, quoi. Donc c'est venu un peu comme ça. Tu penses qu'on bâtit son identité en allant contre sa famille, comme ça, en allant contre ce qu'on nous prédestine à faire? C'est ce que je croyais, en fait. Je pense que dans mon premier roman, je parle beaucoup du personnage du père et le rapport que j'avais avec le mien. Et j'ai toujours cru que je m'étais construit en opposition à lui. Quelques exemples. Il était politique, je suis devenu journaliste. Je voulais pas être encarté. Il était hyper intègre, j'ai essayé d'être malhonnête, j'ai pas réussi. Finalement, avec l'âge et le temps, je me suis rendu compte que je m'étais construit en miroir par rapport à lui. Donc peut-être que oui, il y a différentes phases où à un moment donné, on se dit je vais faire l'opposé de ce qu'on m'enseigne. Et je crois, à mon avis, qu'on y revient toujours, naturellement, qu'on le veuille ou non. Il y a quelque chose qui a été pas mal perçu, c'est qu'il y a dans ce roman pas mal de choses à travers le personnage d'Adèle, en dehors de la recherche, de la quête familiale, qui est un peu le roman du choix.
On ne sait pas d'ailleurs, ou on sait, c'est le livre qui tente d'y répondre entre le réel et la fiction, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort qui est qu'est-ce qui fait basculer Adèle d'un choix à un autre, et il prend plusieurs décisions, celle de devenir pilote, les décisions qu'on lui impose aussi, et ce en quoi il en souffre, le fait par exemple d'être envoyé en URSS au début, il n'est pas tout s'ouvrir, et puis après il découvre ce qu'il découvre, et juste un petit passage, et puis après on peut peut-être rebondir dessus, juste que je m'étais noté, parce que je trouve que c'est vraiment un roman qui, en dehors juste de l'histoire propre familiale d'Adèle, vient poser la question toujours d'à quel point on tente de faire ce qu'on a vraiment envie de faire ou pas. Plus que le passage d'un avion, la traînée blanche dans le ciel était comme un rappel constant de l'importance de suivre ses passions, une invitation à ne pas laisser les rêves s'évanouir comme des nuages dans le vent. Devant ce spectacle aérien, je sentais qu'il était là, que tout me guidait vers lui, et qu'en s'éloignant, Adèle s'était enfin trouvée. Je trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse un petit peu finalement le cadre quand on décrit juste entre guillemets l'histoire du roman, même l'histoire de l'écriture, qui est comment on choisit de prendre telle ou telle décision, et qui va un peu dans le sens, je trouve, de la question. Je trouve que c'est très juste. C'est très juste. C'est une question parmi certaines obsessions que j'ai sur le choix, sur le libre arbitre en fait, et sur certains détails ou certaines décisions qui vont faire basculer une vie. Tout à l'heure, on parlait des pieds plats. Normalement, cet oncle n'aurait pas dû être pilote. Il se trouve que sa mère a un contact et lui permet d'intégrer l'armée. Ce petit détail change tout. Et c'est une question qui m'a habité aussi pendant l'écriture, parce que j'ai envie de parler d'une anecdote dans ce roman, mais qui est liée à la question que tu poses. C'est ces petits détails qui parfois changent tout. Il y a une anecdote sur la cacahuète dans ce roman, qui est réelle aussi. Il y a beaucoup de romanesque dedans, mais il y a aussi du réel. Dans le dialecte irakien, pour dire cacahuète, on dit, en arabe, on dit festaq abed, qui littéralement veut dire la pistache de l'esclave. Alors, soit on accepte que le dialecte intègre des choses complètement racistes, soit, ce qui n'était pas mon cas, soit on se dit que changer ce petit détail, qui me semblait important, pourrait éventuellement changer autre chose. Quand j'ai entendu cette phrase, il y avait beaucoup de cacahuètes autour de moi, j'ai retourné le paquet, j'ai vu que ça venait du Soudan, donc j'ai insisté auprès de ma famille, mais pendant des semaines, pour leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de dire pistache de l'esclave, dites pistache du Soudan. Ça, c'est réel. Rien n'a changé réellement derrière. Mais dans le roman, j'ai utilisé ce détail pour inciter la grand-mère à parler. Donc en fait, ce petit détail va changer quelque chose de bien plus grand. S'autoriser à changer un mot dans le dialecte va peut-être autoriser une autre personne à raconter quelque chose d'impossible, notamment les secrets autour de l'oncle. Oui, il y a un effet papillon de la cacahuète. J'y pose simplement vraiment, qui est très vrai. Tout tient à la cacahuète. Tu penses qu'on est libre ? Alors, j'en suis persuadé, mais libre avec énormément de contraintes et énormément de hasard. Donc pour moi, la liberté, elle ne se résume pas à dire de manière solennelle « je suis libre », mais elle nous impose, à mon avis, déjà de considérer l'endroit où on est, parce qu'en fonction, ça paraît très bateau ce que je veux dire, mais c'est comme ça que je le ressens. En fonction d'où l'on est, donc moi je suis français et irakien, quand je suis en France, j'ai certaines libertés, quand je suis en Irak, j'en ai certaines que je n'ai pas. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, elle est jamais acquise, même dans un pays qui se dit libre. Et c'est quelque chose qui m'obsède aussi. Dans mes obsessions, il y a la vérité, il y a la liberté aussi. Et à quel point on est prêt à sacrifier certaines choses pour la conserver. Les amis, si l'interview vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas aussi à la partager, à mettre un petit like, ça nous aide énormément. Si vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas non plus à nous mettre des petites étoiles et à nous dire ce que vous en pensez, sachant qu'on continue avec le livre de Ferhat Alani, Le ciel est immense, aux éditions JC Lattès. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Miguel Bonnefoy qui m'a dit tu sais Chris, tu sais mon ami, les livres sont épiphytes. C'est-à-dire que chaque écrivain naît d'un autre livre, qui lui-même naît d'un autre livre, et ainsi de suite, de manière jusqu'au peut-être remonter à la Genèse. Et du coup, j'avais envie de revenir en dehors de ce livre, de cette construction-là, vu qu'on a vu un petit peu avec Martin Eden ce qui existait indépendamment de ce qu'on veut, mais qui se transcrit quand même dans nos ouvrages, de parler de tes influences littéraires. Donc, ma question, c'est quelles sont tes principales, même si j'imagine qu'il y en a plein, quelles sont tes principales influences
aujourd'hui qui t'ont amené peut-être à l'écriture, qui t'ont amené à te dire que toi aussi tu avais envie de faire ça en fait, tout simplement? Alors évidemment, question incontournable et qui ouvre la porte à plein de possibilités parce que, comme nous tous, j'en ai plein des références littéraires, mais j'ai dû en choisir 2 ou 3. Il y a George Orwell qui m'a vraiment, je dirais, métamorphosé et qui m'a vraiment donné envie d'écrire des choses autour de cette énième obsession qu'est la vérité, le mensonge. Donc George Orwell et pas seulement 1984, mais également La ferme des animaux, Dans la dèche à Paris et à Londres, qui est moins connu, mais qui est plus ou moins autobiographique, sont des livres qui m'ont vraiment bouleversé. Il y avait également Hemingway, mais surtout Pouchkine. Et Alexandre Pouchkine, c'est justement lié au roman Le ciel est immense, parce que la première photo et la première carte postale auxquelles j'ai pu avoir accès, écrite par mon oncle, citait des vers de Pouchkine, que je ne connaissais pas du tout quand j'avais 9-10 ans. Et en plus, c'est un mot que j'aime bien prononcer, je trouve que ça claque, Pouchkine. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est facile à retenir. En date, tu sors Pouchkine, t'es pas mal. Quand même. C'est pas compliqué à dire, parce que Dostoïevski, c'est un peu plus compliqué. Pouchkine, j'ai toujours gardé ça en tête, et donc je me suis mis à lire Pouchkine à l'adolescence. Et en fait, j'aime bien citer les deux parce que ils sont très différents et en même temps, ils se rejoignent sur pas mal de choses. C'est sur la liberté de ton et sur l'idée qu'il ne faut pas forcément faire des choses hyper ornées, très calibrées, etc., mais qu'on peut être clair. Et je trouve que à la fois George Orwell et Pouchkine ont un phrasé très clair, même si Pouchkine part dans la poésie et qui se lâche sur le ton. C'est hyper clair. Et je crois qu'il y a une phrase d'Orwell qui dit que la prose est une vitrine bien lavée ou à travers de laquelle on peut voir. Et donc voilà, George Orwell et Pouchkine sont mes 2 références principales. Référence principale, tu as parlé aussi un petit peu d'Hemingway. Ouais. Hemingway qui a une tendance à faire mourir ses personnages quand même à la fin. Pourquoi Hemingway? Notamment un livre qui est évidemment hyper connu, c'est Le vieil homme et la mer. C'est parce qu'en fait, c'est l'un des premiers livres que j'ai lus à l'adolescence où je me suis dit, on peut raconter une histoire en allant sur complètement autre chose. Donc ça s'appelle la parabole, si je ne dis pas de bêtises, et puis il y a plein de métaphores. Et donc ce combat de Santiago contre un poisson, on pourrait croire que c'est aussi simple que ça, mais en vérité, j'ai compris à l'adolescence qu'on pouvait raconter énormément de choses en racontant du détail. Et en fait, il va tellement dans le détail à raconter son combat contre un poisson, mais là, je pense qu'il y a plein de grilles de lecture, mais ce poisson, c'est la vie, quelque part. Il est dans une quête perpétuelle et dans un questionnement interne qui m'a vraiment, moi, questionné quand j'étais ado et encore aujourd'hui. C'est un livre que j'essaie de relire tous les ans, parce qu'en plus, à chaque lecture, on comprend d'autres choses. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on reconnaît un classique? Ouais, je pense qu'un classique se reconnaît déjà d'abord à l'envie de relire un livre. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, il y a peu de livres que je relis, quoi. C'est-à-dire que même quand il y a des très bons livres contemporains, je suis très content et puis je me dis pas, tiens, je vais le relire. Alors que des classiques comme 1984 d'Orwell, Le vieil homme et la mer, Paris est une fête, encore d'Hemingway. Oui. Moi, j'adore les relire et je me dis que c'est ça, en fait, un classique. C'est quand non seulement on a imprimé quelque chose dans le cœur et la tête des gens, mais que ces gens vont revenir à cette histoire. C'est comme un bon film, en fait. Un grand film, un classique, un classique, on le regarde à plusieurs reprises. C'est quoi, toi, Par contre, non, mais j'ai une question plus légère, mais qui m'amuse quand on voit les influences. Parce qu'on voit Hemingway, quand c'est Paris est une fête, qu'on voit justement Pouchkine, qui a un très joli nom, tout un imaginaire qui va avec, Onegin, la mort, le duel, enfin tout ça, grand séducteur. Est-ce que maintenant que tu es écrivain, quand même, il n'y a pas quelque chose dans l'adolescence aussi, en dehors des messages directs des romans, parce que pareil qu'une fête, moi je me rappelle cette scène de Hemingway qui raconte qu'avec Fitzgerald complètement bourré, qui parle des problèmes de Zelda, enfin c'est très drôle aussi, c'est très léger, enfin il picole tout le long du bouquin, c'était sa vie, mais il y a un truc de l'imaginaire de l'écrivain qui erre dans Paris avec lui, son génie, son groupe de potes. Pareil, moi je me rappelle Onegin, c'est génial, et en plus il y a le miroir de la personne qui va mourir d'un duel et qui raconte ça. Est-ce que tout ça t'a influencé aussi peut-être dans l'envie de devenir écrivain, avec la symbolique de ce que ça a quand même de se dire je suis écrivain? Franchement,
Pas directement pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça paraîtrait hyper prétentieux de se dire je vais être écrivain et je vais essayer de faire du Pushkin, parce qu'en plus Jane Onegin c'est vraiment de la poésie en plus, donc moi je trouve que c'est une performance que je pourrais jamais atteindre et que j'ai même pas envie d'essayer, parce que c'est un style qui est tellement particulier que justement même si ça m'a influencé, ça m'a donné envie d'écrire, j'essaie pas du tout de faire la même chose, parce que déjà j'ai conscience que je n'y arriverai jamais. Mais pour moi c'est pas ça l'inspiration. L'inspiration c'est pas forcément copier, s'inspirer même dans l'écriture, c'est se dire tiens, je vais écrire pour faire quelque chose de différent. Voilà. Ouais, écrire pour faire quelque chose de différent. Ce serait quoi, toi, ton influence si tu avais, pareil, comme ça, un livre que tu relis, ça serait lequel, toi? J'allais dire, si on fait un livre que je relis en lien... Mais ça serait son livre, avec Le ciel est immense, d'abord. C'est gentil, ça. Un futur classique. Merci. Et non, dans le livre, en lien avec un petit peu cet imaginaire-là, il y a Terre des hommes de Saint-Exupéry qui, je trouve, surlit à l'infini. C'est quelqu'un d'un texte qui se crache dans le désert et qui est confronté à sa mort prochaine, qui voit venir, et c'est l'acceptation de quelqu'un de la mort. Et cette phrase qu'on apprend dans Interview, philosopher, c'est apprendre à mourir. Là, c'est un livre d'un type qui a failli crever et qui décide. Et dès qu'on le relit, en fait, on est plus ou moins angoissé, plus ou moins rassuré. Mm-hmm. Et je trouve ça par rapport, par même des textes philosophiques ou religieux, parfois beaucoup plus forts, Terre des hommes, sur comment j'accepte ou pas de mourir. Très bonne réponse. Pour en arriver à Pushkin, et il y a quand même un truc dans ce livre qui m'a pas mal parlé, c'est le thème central et quand même aussi celui du silence. Le silence, pourquoi? Parce qu'on est dans une famille qui préfère taire que de se confronter à la vérité. Et encore une fois, on a vraiment ce rapport entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, et quelles répercussions a ce qu'on va dire. Et Pushkin écrit « Je vous aimais dans le silence et sans espoir, ou timide ou jaloux, mais toujours torturé. » Est-ce que il faut toujours être un peu torturé pour aller chercher à faire dire ce que le silence tait constamment, en fait? J'en suis persuadé. Ouais. C'est une très bonne manière de l'amener, parce que torturé, on l'est quand on a une quête qui semble pas si compliquée. Pour revenir au personnage principal, il y a une photo, un nom, un parcours, et puis quand on pose des questions, on est confronté à ces fameux silences et à ces fameux murs qu'on aimerait casser. Ces murs représentent, je le disais tout à l'heure, la pudeur, représentent aussi l'impossibilité, représentent le tabou, représentent le non-dit, et c'est quelque chose qui m'a toujours moins insupporté dans ma vie, c'est de ne pas avoir de réponse aux questions. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais j'ai questionné des dizaines, voire des centaines de fois différents membres de ma famille pour toujours être confronté à ce silence. Et à un moment donné, on se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Si on n'a pas de réponse, et c'est là où je vais parler un peu littérature et fiction, mais je ne vois pas d'autres domaines qui permettent de répondre à ces questions restées sans réponse que la fiction et la littérature. J'évoquais tout à l'heure l'émission Je dis Ménia qui était en fait ma seule porte possible pour contourner les questions restées sans réponse de ma famille, et j'étais confronté également à un mur. Donc je pense que l'écriture, la littérature, la fiction permettent de répondre aux questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Et pour terminer là-dessus, je ne prétends pas du tout qu'il faut apporter une réponse dans une fiction, mais peut-être poser de nouvelles questions. C'est pas un livre, Le ciel est immense, ce n'est pas un livre qui pose une question au départ avec une réponse claire à la fin. Je le dis sans spoiler quoi que ce soit. C'est un questionnement sur soi, un questionnement sur ce qu'est une famille. Je pense que la famille est un personnage aussi dans ce roman. Je pense que le silence que tu évoques est un personnage, et que écrire le silence, je pense, c'est aussi ça. C'est poser de nouvelles questions là où on n'a pas de réponse. Il y a ce mythe, tu sais, pour pouvoir produire une œuvre, on perçoit toujours l'artiste aujourd'hui comme quelqu'un de torturé, qui s'enfermerait dans une cave à la Dostoïevski et qui s'arracherait à gouttes de sang pour pouvoir écrire quelque chose sur du papier. Vraiment, les gens, vraiment, s'étaient dit là, oh là, s'il n'a pas souffert, il ne peut pas vraiment être artiste. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, que pour pouvoir devenir écrivain, pour pouvoir devenir un artiste, il faut forcément avoir souffert? Moi, je pense que les gens ont raison. Je pense que les gens qui écrivent sont torturé. Je pense que j'ai été torturé par mes questionnements,
Et je pense que l'écriture d'un roman est tellement difficile qu'on est torturé. Moi l'écriture du ciel est immense. Je me suis arraché les cheveux, j'ai failli abandonner des dizaines de fois. J'ai été littéralement torturé. Alors, je n'étais pas dans une cave cachée à l'abri du monde, mais ça a été très difficile. C'est quelque chose que j'ai perçu vraiment comme un accouchement, en fait. Non, ça, je l'assume tout à fait. Je ne dis pas du tout qu'il y a cette image, ce symbole autour de l'écrivain ou l'écrivaine qui attend l'inspiration ultime et qui se torture, qui se drogue, qui boit de l'alcool et qui a besoin d'une transe. Voilà, peut-être. Comme Pouchkine. Comme Pouchkine, exactement. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu des moments réellement de torture terribles. Alors là, c'est l'écriture, tout va bien, j'étais pas à l'usine. Mais ça a été très compliqué. Ouais. Donc je pense que les gens ont raison de dire que les écrivains sont des gens torturés. Et justement, dans la torture, il y a un petit passage que tu as écrit sur l'écriture, et j'aimerais savoir si tu es d'accord avec ou pas. Dès que quelque chose m'arrivait, je dégainais mon stylo plume et noircissais les pages, mon quotidien, mes interactions, mes amours ratés, avec toujours tenace l'appréhension des 2 H, la hantise et la honte que quelqu'un me lise. Mais ça, on est d'accord, non? On a tous... Peut-être que vous aviez aussi un journal intime. Ouais, moi, j'avais ça évolué avec le temps. J'avais honte de le dire. Je sais pas, je me posais la question tout à l'heure, je prenais le métro et... Peut-être que je suis un vieux con maintenant, j'ai vieilli, mais je regardais autour de moi et je voyais personne dans cette rame avec un bouquin ou un journal et je voyais tout le monde sur son téléphone et ça m'a vraiment déprimé. Je me suis souvenu de moi, adolescent, où il y avait le H de la honte parce que j'assumais pas totalement d'avoir un journal noir comme ça où j'écrivais mes malheurs, terriblement mal écrit en plus, et la hantise qu'on me lise. Mais ça part de là, en fait. Tout part de là, de ces questionnements internes qui nous torturent. Encore une fois, pour répondre à ta question, je ne vois pas comment on pourrait écrire un livre où on se livre comme ça sans être torturé, quoi. Et pourquoi tu écris, toi, en fait? En fait, je pense que j'écris pour répondre à une injustice que j'ai vécue, qui a été d'être invisibilisé par à la fois sans faire du misérabilisme, mais mon origine ethnique et sociale, le fait d'être un enfant d'exilé, donc cette injustice-là, d'avoir eu un père qui a quitté un pays pour être accueilli, bien accueilli par un autre, mais ne pas avoir pu vivre à la hauteur de ses espérances. Petite anecdote sur mon père qui était quelqu'un qui écrivait aussi, dans des journaux, qui a écrit des livres en Irak. Il s'est retrouvé à vendre des journaux dans la rue en France et il me prenait avec lui quand j'avais 4-5 ans. C'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières que je dis ça, mais il m'emmenait avec lui à la sortie du métro et il tenait à ce que je sois là et à ce que je rende la monnaie aux gens qui achetaient le journal Le Monde d'ailleurs. Mais sans rien me dire de plus, sans me dire, tu sais, la vie est difficile, etc. Mais j'ai compris bien plus tard, ou en tout cas c'est ma perception, qu'en fait il me disait, un jour mon fils tu écriras dans ce journal, un jour tu écriras pour moi, un jour tu écriras pour nous. Il me l'a jamais dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc pour répondre à ta question, je pense que j'écris pour réparer cette injustice. Et autre obsession, c'est l'amnésie collective, c'est l'oubli. Je suis obsédé par ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé George Orwell, c'est qu'il est toujours dans cette dualité vérité-mensonge, mémoire-oubli. Et je pense que c'est comme ça que je perçois l'écriture. Et j'en suis qu'à mon 2e roman, j'espère que j'en écrirai d'autres, mais j'ai l'impression que je vais toujours écrire le même livre. Toujours le même sujet. Tu sais que, après je te laisse Antoine, ça me fait énormément penser à un essai de Vargas Llosa sur la vérité et la fiction, où lui pense sincèrement que la fiction est là pour dire la vérité, en réalité. Est-ce que tu partages toi cette idée-là? Complètement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est volontaire, mais j'ai mis une phrase en exergue dans mon premier roman, qui est une phrase de Jean Cocteau, mais qui est aussi attribuée à d'autres, qui dit que le roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. Je trouve ça implacable, mais ça rejoint la citation, la tienne. Et en fait, surtout en tant que journaliste, et c'est normal, on doit raconter la vérité, tout le monde ne le fait pas, mais on doit le faire, avec vraiment des détails précis et tout. La fiction permet, c'est ça qui est fou, je trouve, dans la fiction, c'est que permet tu peux dire n'importe quoi, ce qui te plaît, tu peux inventer ce que tu veux, et au final, tu vas raconter quelque chose de vrai. En tout cas, c'est le but. Et ça, moi, je trouve que c'est un outil tellement puissant pour raconter des histoires au plus près. Et je dis ça encore une fois en tant que journaliste, je me sens beaucoup plus libre
surtout pour raconter mon histoire dans la fiction que dans le journalisme. Donc quand on vous demande à quoi ça sert de le lire, voilà, vous avez la réponse là, vous l'avez totalement ici, plus besoin de poser la question. Si vous voulez vous le raconter dans vos soirées, dire à quoi ça sert de lire, vous donnez exactement cette réponse là, vous avez tout gagné. Tu voulais dire quelque chose Antoine ? Non, c'est bon ? On va passer sur un petit jeu. Ok. Sur cette dernière partie d'émission, un petit jeu d'accord ou pas d'accord avec certaines citations que je vais te donner. Tu me dis oui ou non et tu m'expliques pourquoi et ensuite on en parle. Alors, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec Pouchkine lorsqu'il écrit « Comme la lampe qui pâlit devant l'aurore éblouissante, ainsi le faux savoir palpite et se consume devant le soleil de l'esprit, que vive le soleil, que meurt la nuit. » Ah oui, tu commences vraiment par une phrase très compliquée. Ah non, mais je peux la refaire doucement si tu veux. En fait, c'est ce que j'aime chez Pouchkine, c'est que parfois c'est tellement beau à lire. C'était un poète, mais on ne comprend pas forcément la phrase. Donc moi, je pense que, voilà, je vais dire que je suis d'accord avec lui. Ok. Tu dis qu'on ne comprend pas forcément. Est-ce que c'est pas aussi ça le poète, le but du poète On dit souvent les poètes, c'est des gens qui sont perchés. On dit souvent les poètes, ouais, mais bon, c'est comme les philosophes un peu. Les philosophes, ils écrivent des trucs simples, mais très compliqués pour jouer le rôle du philosophe. Est-ce que le poète, s'il ne fait pas quelque chose de trop alambiqué, il n'est pas du coup poète ? C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, plus que tout, la poésie se lit et se relit et c'est fait pour. Donc je pense qu'à chaque fois, je pense qu'en fait, on lit un poème aussi en fonction de son état. Et qu'on soit triste, heureux, qu'on soit nostalgique, qu'on soit totalement excité, je pense que quand on lit un poème, on a une lecture différente. Et je pense que c'est la beauté de la poésie. Est-ce que tu es d'accord avec Jules Renard lorsqu'il écrit, tu sais que ça va être drôle, hein j'ai une mémoire admirable, j'oublie tout, c'est d'un commode. C'est comme si le monde se renouvelait pour moi à chaque instant. Je suis complètement d'accord avec ça. Okay. Et je pense que même qu'il faut, que ce soit conscient ou inconscient, il faut conscientiser ça quand on écrit. Je pense qu'il faut complètement être amnésique et essayer de réécrire sa mémoire ou la mémoire d'un ou d'une autre. Je pense que c'est très juste. Donc pour toi, l'oubli est vraiment une espèce de matière première de ta création littéraire. Complètement. L'oubli, encore une fois, en opposition à la mémoire, qui est complètement fragmentée et fragmentaire, en fait. La mémoire, c'est même scientifique, maintenant, on la recompose tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé un truc le matin, on va raconter cette anecdote à quelqu'un, on va forcément faire de la fiction. Forcément, on va changer un petit détail, on va romancer quelque chose, on va accentuer un sentiment. Donc je pense que c'est la base de tout. Tu luttes en fait contre l'oubli ou tu perçois l'oubli comme une espèce de vertu pour l'écrivain C'est une composante, je comprends, mais c'est une composante en fait de notre nature, donc accepter ou non, mais accepter, c'est une composante de notre nature. C'est un peu facile ce que je veux dire, mais c'est un peu les deux. C'est qu'en fait, je lutte contre l'oubli, encore une fois, par rapport aussi à ce que j'ai vécu, et que j'ai toujours eu le sentiment d'être un marginalisé parmi les marginalisés, d'être invisible parmi les invisibles. Donc déjà, je lutte contre ça. Parce qu'il y a une forme aussi d'injustice dans l'oubli de certaines histoires et de certains parcours. Et puis, je pense aussi que c'est un outil. Je pense que quand on pense comme ça, quand on pense avec l'oubli, avec la mémoire, on arrive à construire des choses parfois un peu complexes, mais qui permettent de raconter une histoire avec une trajectoire précise. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on oublie, ou est-ce qu'il faut se rappeler de tout ? Je pense à, je ne sais pas si tu te rappelles une nouvelle de Borges qui dit c'est funeste ou la mémoire, ou cet homme qui est incapable d'oublier et qui du coup est complètement torturé par le fait qu'il ne peut pas produire de récits. Il est obligé de dire tout le temps la vérité parce qu'il se rappelle de tout dans les moindres détails, il est incapable d'oublier. Ça serait horrible de ne pas oublier. Alors non, je n'ai pas ta ref, mais merci. Mais oui, en fait, je pense que c'est... Comment dire ? En fait, moi, l'oubli et la mémoire, je les vois vraiment autour d'une métaphore qui est la valise. Et je ne suis pas du tout premier. Alors, il y a énormément de littérature autour de la valise. Et j'en parle dans mon premier roman, je parle d'une valise invisible qui est un bagage qu'on doit trier, en fait. Et dans la vie, cette espèce de métaphore parle d'un voyageur avec une valise qu'il va transporter. Mais pour la transporter, il faut parfois se débarrasser de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs et garder les meilleurs. Enfin, il faut faire le tri et avancer avec. Et ça, c'est quelque chose que mon père aussi me disait quand j'étais enfant et que j'ai gardé en moi. Et puis un jour, je fais vraiment je rebondis sur autre chose, mais j'ai rencontré André Markovits, qui est le
traducteur de la littérature russe, mais notamment de Pouchkine, de Tolstoï, de Dostoïevski. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre avec lui. Il était à côté de moi. Et j'ai parlé de cette fameuse valise. Et il m'a dit à l'oreille, il m'a dit, tu sais, la littérature est une valise à roulettes. Alors au début, j'ai pas compris. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il me dit, en fait, t'es pas obligé de choisir. Tu peux tout mettre dedans, mais comme elle est trop lourde, il faut juste la tirer, en fait. Et je trouvais ça très beau. C'est vrai que l'image est forte, sachant que, je sais pas toi, mais moi, à l'école, quand j'étais petit, j'avais toujours des potes qui avaient des espèces de sacs à roulettes. On se moquait d'ailleurs un petit peu d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, c'est vrai que parfois, le sac à roulettes... C'est quand même plus pratique. C'est pratique, ouais. Mais après, il y a une pièce, je sais plus de qui c'est, mais qui traite exactement de ça, qui a un très beau titre, et je trouve très poétique, qui est Le Voyageur Bagage. Et c'est quelqu'un qui arrive et qui n'a plus de mémoire, et qui va du coup remplir sa valise et reconstruire sa vie. Et je trouve que le titre est très beau, ça fait exactement écho à ça. Il arrive dans une hôtel, il se rappelle de rien, et c'est Le Voyageur sans bagage. Est-ce que tu es d'accord avec Hemingway lorsqu'il dit « Le premier devoir de l'écrivain est la sincérité ». Brasseur de fiction, le romancier doit puiser ses sujets dans sa propre expérience, non pour offrir une photographie banale de la vie, sombrer dans le réalisme ou le naturalisme, mais pour faire preuve de hardiesse tout en étant fidèle à ce qu'il sait de la vérité. Complètement d'accord. Aussi parce que on parlait de torture tout à l'heure, je me suis torturé l'esprit à l'idée d'avoir un style. Ah. Mais c'est quoi le style, en fait? Est-ce que c'est faire de la prose, de la poésie? Est-ce que c'est faire des rimes? Est-ce que c'est ne pas utiliser le verbe être et avoir? Enfin voilà, il y a plein de questions. Et en vérité, mais c'est pas moi du tout qui m'en suis rendu compte. On m'a dit, mais en fait, ce que tu écris, je trouve que ça sonne juste. Et donc, la justesse rejoint la sincérité évoquée par Hemingway. Et à me relire, à chaque fois quand je me pose la question, de me dire, est-ce que ça va plaire? Je ne me dis plus si c'est bien ou pas bien. Tu sais, il y a cette fameuse... tiens, lui ou elle écrit bien. Mais écrit bien, ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire écrire sincère, avec sincérité. Et donc ça, je suis complètement d'accord. Tu penses que tu pourrais écrire sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ta vie? Je veux dire un truc à l'autre bout du monde, au fin fond de l'Indonésie, l'histoire... Qui n'a rien à... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une espèce de tribunal qui nous dit « Oui, mais si tu n'as pas vécu quelque chose, concrètement, tu ne peux pas en parler. » Alors que l'écrivain est quand même celui qui parle surtout de choses qu'il n'a pas vécues. Est-ce que tu pourrais écrire quelque chose qui ne t'appartient en rien? Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais j'ai l'envie de le faire. C'est qu'en fait, évidemment, moi, j'explore d'abord mes obsessions, mes questions personnelles. Donc, j'évoque des territoires conquis, mais j'ai l'idée d'aller ailleurs. Et je pense que... Encore plus aujourd'hui, il est possible de raconter autre chose, de sortir de soi. Mais là où je vais différer un peu là-dessus, c'est qu'il est impossible d'être neutre. Et donc à partir du moment où on raconte quelque chose à sa manière, avec son propre bagage et ses propres expériences, il y aura toujours de soi là-dedans. Moi, par exemple, je n'ai rien à voir, je sais pas, avec la culture maori. Mais si un jour je m'y intéresse, je suis persuadé que je vais mettre des choses là-dedans que j'ai vécues. Donc, moi, je pense qu'on peut tout raconter à condition qu'on respecte, qu'on assume l'idée de ne pas être neutre, en fait. Tu penses que ça pourrait pas être perçu comme de l'appropriation culturelle, un peu, quand même? Si, ça peut l'être aussi, mais je pense que la sincérité, je dirais aussi le sujet qu'on aborde, pourrait éventuellement autoriser ce genre de texte. Je pense pas que... Mais ça, c'est une question très intéressante que tu poses, parce que c'est de plus en plus... Il y a un tribunal, effectivement, qui juge des écrivains qui vont d'un coup aller sur un sujet qui ne leur appartient pas du tout, si je puis dire, ou qui n'ont jamais, comment dirais-je, évoqué ou exploré. Ouais. Et on se pose la question de est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est opportuniste de le faire. Moi, je pense qu'on peut parler de tout à condition qu'on y mette de soi. C'est la façon dont tu construis la chose. Ouais. Si tu racontes une histoire maori en racontant un narrateur qui serait une tribu maori depuis 5 siècles et que tu te gourres sur tout, je comprends la complexité. Si tu viens parler d'une histoire d'amour entre soit un maori ou même de maori, mais avec l'honnêteté intellectuelle de reconnaître les limites, les lacunes et les éléments importants ou pas du décor, je trouve ça plus difficile de reprocher quelque chose. C'est la construction, mais ce qui revient exactement à ce que tu soulignes, c'est-à-dire la sincérité dont tu présentes les choses. Moi, je suis pas totalement d'accord, parce que pour le coup, je veux dire, on peut parler de n'importe quoi, c'est un roman, c'est une fiction. Donc tout est inventé. On peut très bien parler d'un Maori dans un roman qui fait des choses qui n'ont complètement rien à voir avec leur culture, ou complètement à l'opposé, ou même complètement faux, en fait, en réalité. Ouais, mais n'oublie pas que la fiction dit la vérité aussi. Donc quelle vérité tu dis? Et ça dépend de la tonalité de ton roman.
c'est de l'absurde, mais du coup dans l'absurde, t'as la sincérité de dire que tu fais de l'absurde, donc que ton Maori peut ne pas être un Maori. Enfin, Voilà. Et par contre, à l'instant, tu dis que tu racontes une histoire d'amour entre Maori de manière réaliste, bah si t'es pas sincère, moi je suis très d'accord avec ce qui a été dit ici, c'est que qu'est-ce que le style? C'est la sincérité, c'est la capacité à toucher des gens. Et des gens sont touchés par Proust, d'autres par Hemingway ou d'autres par Christopher Lacaze. Mais par contre, un roman qui parlerait d'une histoire d'amour soi-disant réaliste de Maori en n'étant pas du tout, bah les gens diront que c'est mal écrit, n'aimeront pas l'approbation, mais au fond parce que c'est insincère. Et puis, est-ce qu'il faut être légitime? La question de la légitimité, elle se pose aussi. Ah oui, c'est vrai. Je note que pas mal d'écrivains, quand ils vont évoquer une histoire qu'ils n'ont pas explorée, vont aller chercher une légitimité chez des historiens qui vont relire leurs textes pour savoir s'ils n'ont pas dit de conneries, etc. Ça, moi, je trouve que c'est une belle démarche. Ah ouais? Ouais, je trouve, ouais. Ok, je suis d'accord, hein, je suis d'accord, mais c'est intéressant parce que vu qu'on est là pour produire de la fiction aussi, enfin l'écrivain est là pour produire de la fiction, si c'est faux, que ça ne correspond pas à l'histoire, mais que ça dit ce que ça dit et l'intention que l'écrivain a, c'est tout aussi louable en réalité. Tout dépend du sujet, parce que si Tout tu dépend du évoques par sujet. exemple un génocide, par exemple, allons sur un truc très compliqué. Un génocide, moi j'aimerais pas dire des choses fausses. J'aimerais respecter, comment dirais-je, l'histoire avec un grand H, certains événements, des dates clés, et avoir une singularité en essayant d'apporter quelque chose. Ouais. Par contre, je suis d'accord que si la marque du moteur du bateau dans les hommes et la mer, c'est pas le bon, c'est peut-être pas le sujet. C'est peut-être pas très Ça, grave. c'est moins grave. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec Philippe Roth? Et je pense que ça convient, cette phrase, quand je m'en suis rappelé, je me suis dit, ah, ça convient quand même vachement bien à ton livre. Quand un écrivain naît dans une famille, c'en est fini de cette famille. Ah, c'est tellement juste. C'est tellement juste. Alors ça, c'est pas encore fait. Je suis encore très proche de ma famille, mais j'ai une crainte immense sur ce livre. Est-ce qu'ils l'ont lu? Bah pas encore, parce qu'en fait ma famille, donc je suis d'origine irakienne. Ma famille, il y a encore des membres de ma famille qui sont en Irak, d'autres en Angleterre, enfin tous dans des pays anglophones ou arabophones, pas francophones. Il y a peu de francophones ou pas dans ma famille, je suis un peu le seul. Mais j'ai la chance de pouvoir être traduit, donc je vais être traduit en anglais. Ok. C'est pas encore fait en arabe, mais je m'y empresse pas parce que j'ai peur, je le dis, j'ai peur du retour de certains membres de ma famille, parce que même si c'est un roman et que je change certaines situations, évidemment ils vont reconnaître certaines situations et là je serai confronté à ma famille et peut-être que je vais la perdre. Ouais, je te le souhaite pas quand même, qu'on n'arrive pas trop à ça. Si un éditeur irakien regarde cette vidéo et a envie de racheter les droits, allez-y, foncez, on pourra refaire une vidéo comme ça et parler d'un autre sujet. Merci. Est-ce que tu es d'accord avec Saint-Exupéry lorsqu'il dit « connaître, ce n'est point démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision ». Waouh, c'est très très beau. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir ou pas? Non. Non, moi je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut essayer d'incarner quelque chose et non pas démontrer, donc prendre une certaine distance, mais il faut se mettre dans l'histoire et incarner l'histoire. Donc je pense que je suis d'accord. Ouais. Et je terminerai sur une dernière citation, et pas des moindres, parce que c'est une de tes phrases à toi qui dit que toutes les familles ont un fantôme. Si oui, pourquoi? Alors ça, j'en suis persuadé. Avant de dire ça, je dis que toutes les familles ont un secret, plus ou moins important. J'en étais persuadé avant l'écriture, pendant et encore plus après, parce que j'ai la chance de rencontrer des lectrices et des lecteurs, et je vous assure que tous, quasiment tous, me disent votre histoire de fantôme là a réveillé un autre fantôme dans ma famille. Et j'ai une grand-mère qui, j'ai un grand-père qui a, j'ai un oncle, j'ai une tante, et je vais commencer à poser des questions. Donc il y a les fantômes qui rôdent. Maintenant, on décide de les voir ou pas. Alors, ça va te faire. Tu sais que c'est totalement vrai. Je vais donner une petite anecdote. Totalement vrai parce que quand j'ai fini le livre, je me suis posé moi-même la question en me disant mais est-ce que j'ai un fantôme moi dans ma famille? Alors. Et j'ai un fantôme dans ma j'en étais famille. sûr. Et je me suis dit ok mais c'est fou. J'ai mon grand-père qui est, enfin moi je suis d'origine malgache et italienne. J'ai du côté malgache, mon grand-père connaît sa mère, ne connaît pas son père, et on se demande, la légende familiale, parce que nous, beaucoup de légendes dans ma famille, dit que peut-être que sa mère était une prostituée, et que c'était un homme comme ça, et que du coup, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Et je me suis dit, ah mais tiens, ça serait un super bouquin sur aller chercher d'où est né mon grand-père. Alors quand vas-tu commencer à écrire sur le livre? D'abord psychanalyse, et après on verra. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est dans la famille, et c'est sur le thème du roman, et par rapport au fils d'Adèle, je reviens là-dessus, c'est qu'il y a le fantôme, ou les fantômes, les secrets, et il y a le porteur du fantôme. Quand je parle du porteur du fantôme, c'est Témoin, c'est le personnage qui décide de dire
un lien un peu étrange. C'est-à-dire que typiquement, son propre fils, il n'y a pas de jugement, mais son propre fils finalement est beaucoup plus gêné. Ça peut se répondre par la proximité, mais au fond, intuitivement, on pourra se dire, j'ai pas le fils, la fille, là le fils en question, mais en gros, les porteurs de fantômes, c'est la question que je voulais poser, sont pas toujours les personnages les plus évidents dans la famille. Parfois, il y a une espèce de lien interlope, par exemple des petits-fils qui viennent faire des recherches sur leurs grands-parents, alors qu'il y a 2 générations qui ont accepté de passer des choses sur silence. Je trouve que ce roman pose aussi la question de qu'est-ce qui fait, on revient un peu sur ce qu'on disait au début sur le hasard, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des porteurs de fantômes des familles et d'autres qui ne le sont pas, alors que c'est contre-intuitif parfois. Ouais, c'est très juste. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va rechercher ce fantôme alors que d'autres qui sont plus concernés, comme le fils, ne le font pas forcément. Alors il y a évidemment aussi un peu le tabou familial, mais il y a aussi la question de la quête de soi. Et j'en suis persuadé, donc quand j'écris un peu l'histoire de Taimour, quand il va dans cette émission pour chercher d'autres personnes, est-ce que quelque part il ne se cherche pas soi-même Et je pense que c'est une question qui est universelle. C'est qu'est-ce qu'on va rechercher dans cette recherche? Pardon, ça fait une question un peu très philo, mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans en fait? Et c'est pour ça que j'ai tenu encore une fois à écrire un livre qui ne soit pas un polar ou une enquête policière avec une personne recherchée et une personne retrouvée à la fin. J'aimerais que ce soit plus complexe et que ça pose des questions plus universelles sur nous-mêmes. En fait. C'est quoi la différence entre un fantôme et un secret? Un secret ne concerne pas forcément un personnage qui a disparu. Et c'est pour ça que je citais d'abord cette phrase du secret qui est plus large, et encore une fois, je suis persuadé que tout le monde en a. Il y a le fantôme et puis il y a l'histoire des souterrains. Toutes les familles ont des souterrains. Les fantômes, parfois, certains décident de les voir ou de ne pas les voir, mais parfois on les cache aussi. Et je pense que les familles, et j'en ai la preuve encore une fois avec des retours de lecture de lectrices et de lecteurs qui me disent « votre livre ouvre un souterrain et moi j'ai envie d'ouvrir le mien », je pense qu'elle est là la différence. Il y a différentes couches. Et puis il y a des secrets de polichinelle. Il y a des choses que tout le monde sait mais que personne n'évoque. Tu penses que toutes les vérités sont bonnes à découvrir? Non, justement. Alors ça, c'est vraiment... je dirais que c'est peut-être le meilleur pitch de mon livre. Je reprends cette phrase. C'est qu'en fait, toutes les vérités méritent-elles d'être déterrées? Ou tous les secrets méritent-ils d'être déterrés? C'est une vraie question que je me pose. Je ne suis pas sûr, parce que parfois on juge aussi ce qui cache. Moi, il m'est arrivé d'être critique vis-à-vis de mon père, par exemple, qui ne me disait pas tous ses secrets. Il avait une raison propre à lui. Je ne suis pas sûr qu'il avait raison sur tout, mais il faut respecter ça. Et en fait, je me pose la question de pourquoi parfois on cache les secrets, et que parfois la raison est peut-être bonne. Peut-être que si un secret éclate au grand jour, peut-être que la famille elle-même éclaterait au grand jour. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut lire le dernier livre de Ferhat Alani, Le ciel est immense, aux éditions J.C. Lattès. C'est un livre que moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on l'a vraiment apprécié, et c'est aussi pour ça que tu es là en grande partie. On n'inviterait pas des gens qu'on n'aimerait pas. Voilà, petite info. Et donc si vous n'êtes pas invité, vous savez. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Pas de secret, pas de fantôme. Et je suis très content de t'avoir reçu avec nous aujourd'hui. Merci encore infiniment pour cet excellent moment que j'ai passé avec toi. N'oubliez pas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super moment. Merci pour cette belle discussion. Trop bien. Même si Antoine est très désagréable, je vais bien te l'admettre. Il a des très belles références, mais toi aussi. Je suis d'accord avec toi, il est horrible, mais bon, ça c'est un... Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à la partager, à l'envoyer à quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin éventuellement de lire ce livre. Pour terminer cette interview en beauté, est-ce que tu aurais par hasard 3 livres à me donner qu'il faudrait lire au moins une fois dans sa vie, comme ça? D'abord, je vais citer mes 2 références. George Orwell, alors je dirais pas 1984, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont lu, mais Dans la dèche à Paris et à Londres. Okay. Je pense que c'est essentiel, parce que déjà on comprend un peu mieux sa vie, et puis il décrit un monde, moi qui me fascine, c'est le monde de la restauration et de l'hôtellerie, avec la hiérarchisation des postes dans différents métiers, et qui raconte énormément en fait. Donc ça c'est la première chose. Du classique ou du contemporain? Comme tu veux. Bon, je veux quand même raconter Pouchkine, dire qu'en fait il faut lire La fille du capitaine aussi, de Pouchkine, et si on a envie de se perdre dans la poésie, de lire Eugène Onegin, parce que je crois que j'ai jamais vu un livre comme ça. J'ai jamais vu un livre sur la longueur qui se raconte en rime et qui raconte une grande histoire. Et puis un troisième, un contemporain, moi j'aime beaucoup Sorge Chalandon. Voilà, okay. C'est un peu ma référence contemporaine.
Et Qui vient de sortir un dernier livre, je crois. qui vient là. de sortir un livre qui s'appelle Le Livre de Kells. Mais si personne ne l'a lu, il faudrait commencer, à mon avis, par un livre qui raconte l'Irlande et l'IRA, qui s'appelle Mon Traître. Mon traître. Voilà, je le conseille fortement. Ok, eh bien je te remercie infiniment et puis je te dis à très bientôt. Merci pour l'accueil.